BFM Business présente Les experts sans frontières. Guillaume Paul. Allez, 18h29, on est toujours avec nos experts sans frontières, comme tous les vendredis, avec Richard Verly, avec Juan José Dorado, ici en plateau, et puis Benoît Ballet, bien sûr, qui est avec nous depuis Washington. Oui, il y a cette crainte qui monte depuis quelques temps maintenant, la crainte que la paix soit imposée par les Américains et les Russes sur le dos des Européens. On sait que Donald Trump s'est entretenu, effectivement, on en a parlé mercredi avec Vladimir Poutine. Medvedev, le Premier ministre russe, s'en est pas mal amusé, on l'a entendu. Écoutez à ce sujet l'avertissement de Sébastien Cornu, le ministre français des Armées. C'était hier soir chez nos confrères de BFM TV. Un cessez-le-feu bâclé, c'est potentiellement le retour d'une guerre plus importante et qui peut nous concerner à moyen et long terme. Donc c'est pour ça aussi que nous mobilisons avec le ministre des Affaires étrangères sur l'autorité du président de la République, parce qu'il n'est pas question de se faire avoir. Voilà, Sébastien Lecornu hier soir et son homologue allemand Pistorius est allé dans le même sens aujourd'hui. Oui, c'est vrai, l'Europe n'a rien à proposer pour l'instant, très clairement. L'Europe n'a rien à proposer pour l'instant parce que de toute façon, depuis le début de ce conflit avec la Russie, entre la Russie et l'Ukraine, elle a toujours été derrière l'Ukraine. Elle fournit des armes, elle fournit du matériel, elle fournit des stratégies à l'Ukraine. Donc, quelque part, même si on dit qu'on est en dehors de ces conflits, on est à l'intérieur de ces conflits. Donc c'est vrai que depuis 2 ans et demi, on n'a pas proposé un plan de paix à proprement parler. Et je pense que le ministre de la Défense a raison qu'en même temps, quand on dit un arrêt de feu bâclé, ce n'est pas la garantie de rien du tout. Ouais. Et donc aujourd'hui, il faut faire aussi attention à ça et au fait qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des pays qui ont quand même des réticences. Aujourd'hui, vous avez l'Italie, vous avez l'Hongrie, qui sont d'une certaine manière pro-Trump et donc qui vont peut-être effectivement briser cette unité qu'il faudrait trouver au sein de l'Union européenne. Vous avez vu cette parenté qu'a fait aujourd'hui la chef de la diplomatie européenne, donc Kaja Kallas, avec les accords de Munich de 1938. C'est quand même, qui avait abouti à l'annexion du parti de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne hitlérienne. Enfin, voilà. C'est un aveu de puissance quelque part cette comparaison. Oui, so what, voilà. Non, mais ça reste compliqué pour les Européens. Ça reste compliqué justement parce qu'il n'y a pas cette union, parce qu'on ne sait pas vraiment où on va, parce qu'on va tenter aller parler avec les uns et avec les autres, et on voit qu'il n'y a pas d'unité. Cela dit, je suis de ceux qui pensent toujours qu'il faut toujours regarder un peu en arrière vers l'histoire, parce que l'histoire nous apprend aussi des choses. Cela dit, ça nous apprend des choses, peut-être aussi à ne pas commettre les mêmes erreurs. Richard Verly. Avec une difficulté énorme pour Kaja Kallas, c'est que c'est bien joli de dire, de raviver le souvenir de Munich 1938, mais Kaja Kallas, elle a une révolution culturelle à faire. Elle est totalement atlantiste. Elle a passé sa vie politique, et on peut la comprendre, en tant que femme politique des pays baltes, à prendre ses ordres à Washington. Et aujourd'hui, il faut qu'elle résiste à Washington. Or, elle sait résister à la Russie. C'est ce que les Baltes ont toujours fait depuis leur indépendance, parce qu'ils redoutent une annexion à l'ukrainienne. Mais résister à Washington, elle ne sait pas faire. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'elle n'en parle pas. Donc ça ne peut pas marcher. Il faut avoir des mots forts aussi contre Donald Trump. Oui. Et pour l'instant, Kaja Kallas, elle n'a pas ces mots-là. Bon, on verra s'il y aura des mots forts du côté de Munich dans quelques heures. Il y a beaucoup de chefs d'État, de gouvernement qui y sont, évidemment. J.D. Vance, Zelensky, qui sont en train de se parler. Emmanuel Macron n'est pas présent, hein? Non, c'est à mon avis un réel problème. Il est dans les colonnes du Financial Times, il a donné une interview, mais il n'est pas à la conférence à la sécurité de Munich. Et pour un président qui veut peser sur les affaires du monde, on doit quand même s'interroger. Il a quand même beaucoup donné en début de semaine avec le sommet de l'IA. Oui, effectivement. Mais effectivement, c'est une absence qui, dans le contexte actuel, alors que lui a besoin de reprendre un petit peu la hauteur, reprendre la main. Oui, d'autant qu'au sein de l'Union européenne, il faut quand même le redire, quand il s'agit de se positionner par rapport aux États-Unis, d'avoir des paroles fortes, voire, disons, désagréables pour l'Amérique, c'est souvent la France qui a ce type de paroles. Et Macron, absent de Munich, à mon avis, c'est un problème. On suit évidemment tout ce qui se joue du côté de Munich, ce sommet où peut-être le début de l'avenir de l'Ukraine va se jouer. On verra ce qui ressort de ces discussions. On va rester sur Trump, parce que Donald Trump continue de dérouler sa stratégie commerciale. Vous savez qu'il y a quelques heures, il a lancé ce qui s'appelle cette fois une guerre commerciale contre le reste du monde, puisqu'il a annoncé la mise en place de droits de douane
réciproque sur toutes les marchandises importées sur le sol américain. Benoît Ballet, on vous retrouve à Washington. En gros, ça veut dire je vous traiterai comme vous me traitez. C'est un peu ça, Benoît. Oui, écoutez, le plus simple pour comprendre, c'est que je vous donne la déclaration de Donald Trump qu'il a faite depuis la Maison-Blanche. Voilà ce qu'il a dit, le président américain. Si des pays nous imposent un droit de douane ou une taxe, on leur impose exactement le même niveau de droit de douane ou de taxe. Voilà, c'est assez simple à comprendre, c'est sans équivoque. En fait, pour Donald Trump, c'est une question d'équité, d'autant plus que, d'après le président américain, les alliés des États-Unis se comportent souvent moins bien que ses ennemis. Et dans la foulée, si vous voulez, Donald Trump a signé un mémo. Dans ce mémo, il demande à ses équipes de faire une revue complète des disparités commerciales entre les États-Unis et le reste du monde pour mettre en place des droits de douane effectivement réciproques et personnalisés pays par pays. Ces conclusions lui seront confiées le 1er avril pour que le président puisse prendre des mesures dès le 2 avril. Ça, c'est ce qu'a précisé Howard Lutnick, le secrétaire d'État américain au commerce. Et l'Europe est bien dans le viseur du président américain. Donald Trump a qualifié d'extrêmement dur le comportement de l'Union européenne sur le plan commercial. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le président américain n'a pas seulement les droits de douane dans le collimateur. Il prendra aussi en compte les barrières non douanières, comme les réglementations pénalisant les produits américains ou encore la TVA que certains États prélèvent. Alors effectivement, après les 10% de droits de douane supplémentaires annoncés sur les produits chinois, les 25% annoncés sur l'aluminium et l'acier mondial, Donald Trump poursuit sa politique économique très agressive, guidée par son agenda et un cap qu'il a qualifié et dit à de nombreuses reprises, l'Amérique d'abord, America First. Il est en train effectivement de dérouler. Vous restez avec nous, bien sûr, Benoît. C'est vrai, Benoît, il faisait allusion, ça s'appelle s'asseoir littéralement sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, qu'elle pèse en 2025 ? Mais les règles de base de l'OMC, c'est quoi ? C'est on traite les partenaires en fonction du niveau de développement du pays pour pas créer trop de distorsions, trop d'inégalités. Je pense quand même que c'est maintenant un petit peu plus compliqué et habile de la part de Donald Trump. C'est parce qu'en se plaçant sur le plan de la réciprocité, c'est-à-dire si je suis taxé à 10%, je vous taxe à 10%, il me semble que ça peut mieux se défendre à l'OMC que les hausses unilatérales qu'il avait initialement décidées sur le Mexique et le Canada. Je rappelle qu'elles ont été repoussées d'un mois, puisqu'il y a des négociations qui ont cours. Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas, et il ne faut surtout pas dissocier ces hausses programmées de droits de douane de ce qu'il va faire Donald Trump sur le plan fiscal. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il va rendre plus cher le fait d'exporter vers les États-Unis. Donc, par exemple, vous produisez une voiture, vous voulez l'exporter aux États-Unis, ça va devenir beaucoup plus cher. Mais avec un dumping fiscal, il va rendre moins cher de produire aux États-Unis. Sous-entendu, produisez des voitures chinoises, mais produisez-les aux États-Unis, avec de l'acier américain, avec des ouvriers américains. Et ça, je pense que c'est son objectif. Il y a des chiffres qui leur en travers du gosier. Bon, les déficits commerciaux avec telle ou telle partie du monde, mais globalement, le déficit commercial américain en 2024 a passé la barre des 900 milliards. Voilà, donc lui s'en tient aux chiffres. Les vraies raisons de ces déséquilibres, c'est la puissance de l'économie américaine, par définition, mais lui ne voit pas les choses comme ça. Non, parce que c'est assez simpliste. C'est très simpliste. C'est très simpliste comme il a 300 millions de consommateurs riches qui consomment beaucoup, effectivement. Il a un dollar fort, c'est ça les vraies raisons. Mais le pire de tout ça, c'est qu'effectivement, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore une position commune des pays de l'Union européenne, même si von der Leyen a assuré effectivement qu'il y aura une réponse rapide et proportionnée pour la politique américaine, mais ce qui reste à prouver encore pour les Américains, c'est que cette politique soit bénéfique aussi pour la population américaine, puisque, comme vous l'avez signalé, ils consomment beaucoup à l'étranger, mais parce qu'ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important que d'autres pays, et donc ils importent. Ça, c'est une réalité. Donc, d'ailleurs, les économistes américains commencent à dire effectivement que cette politique, elle est simpliste et que cette politique n'apportera pas les fruits escomptés par le président américain. Cela dit, comme dans le cas du conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'Union européenne est toujours en retard. Elle a toujours besoin de se montrer solidaire. Et encore une fois, elle ne l'est pas complètement. L'Union européenne qui a encore dit aujourd'hui qu'elle répondrait à toute taxe réciproque, tout droit de douane réciproque, et des réactions du côté du Brésil. Cela dit, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Vous avez vu qu'il y a certains pays qui
serpente un petit peu, louvoie, essaie quand même de jouer la stratégie de la poignée de main avec Donald Trump. Je pense aux Japonais, aux Britanniques, essaie de mettre en avant à chaque fois le lien inaliénable entre les États-Unis et tel ou tel pays pour éviter justement la sanction suprême. Ça c'est malin, ça, hein, quand même. Alors, c'est malin. Du côté du Japon, c'est malin avec en plus de très solides arguments. Alors, le Premier ministre japonais est allé justement faire Ils ont du de très business, solides arguments acheter du parce GNL que, en masse. Oui. il est clair que l'adversaire principal de Donald Trump, c'est la Chine, Oui. et l'avant-poste américain en Asie-Pacifique, c'est le Japon. Ils sont le porte-avions des États-Unis. Donc ils vont pas tomber sur le Japon par définition. Mais évidemment que non. Bon. Et d'ailleurs, je vous signale que le Premier ministre, si on s'en tient aux propos de Donald Trump, le dirigeant avec lequel il avait les meilleures relations durant son premier mandat, c'était Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, qui a été tué, qui a été assassiné. Donc le Japon, c'est logique, ils ont la bonne stratégie. Eux, ils sont le porte-avions américain et ils vont le demeurer. Ils ont dit on va acheter des tonnes de GNL, des tonnes. Évidemment. Voilà. Les Britanniques, c'est beaucoup plus compliqué. Les Britanniques, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'alors eux, ils espéraient. C'était l'espoir du Brexit. C'était on vire les Européens et les Américains et autres vont nous faire les yeux doux. Oui. Sauf que vous avez vu la charge de Elon Musk contre Keir Starmer, le Premier ministre travailliste. Oui. Le problème des Britanniques aujourd'hui, c'est qu'en gros, Trump, il dit « Moi, j'adorerais travailler avec vous, mais changer de gouvernement. » Non, mais même sous Trump 1, du temps des gouvernements conservateurs, ils n'ont pas été capables de nouer avec l'Amérique le traité de libre-échange qu'ils espéraient nouer rapidement. Mais parce qu'ils ont un C'est problème... Trump qui était là à l'époque et c'était les conservateurs en face. Parce qu'ils ont un problème similaire que je suis sûr ici à BFM Business vous disséquez régulièrement, c'est que ce sont deux pays qui ne produisent plus ou produisent beaucoup moins. C'était le drame du L'Amérique, Brexit. C'était le drame du Brexit, un pays d'ailleurs. riche, mais l'Amérique industriellement a beaucoup perdu. Et en même temps, peut-être parmi ces pays, on peut comprendre aussi quelque part le positionnement de l'Inde par rapport aux États-Unis, effectivement, d'amadouer aussi en quelque sorte les États-Unis, mais ce qui est peut-être beaucoup plus compliqué à comprendre, ou difficile à comprendre, c'est le positionnement du Brésil, qui, même politiquement, est complètement à l'opposé de la politique des États-Unis. Mais ça, encore une fois, c'est vrai que les États-Unis ont un pouvoir tel qu'ils sont capables, et Donald Trump est un spécialiste, d'imposer ses vues, ses déclarations à l'emporte-pièce, mais ses déclarations fortes, ses menaces, etc., font effectivement trembler un certain nombre de pays qui voient que son économie pourrait être fortement impactée, ou au moins impactée. Et donc, je peux comprendre en tant que leader politique à un moment donné qu'on réfléchisse en termes nationaux et se dire peut-être va-t-il falloir céder un tout petit peu pour ne pas se faire écraser par les Américains à un moment donné. Ça reste là. On va retrouver Benoît une dernière fois, Benoît Ballet à Washington, qui est resté avec nous. Ça reste la vraie question existentielle, Benoît. Est-ce que Trump fait tout ça pour véritablement taxer ou pour juste obtenir des contreparties? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui encore, finalement, hein. Effectivement, et il y a des arguments écoutez, qui vont un petit peu dans les deux sens. D'abord, si on regarde sur le prisme, si on se dit que Donald Trump fait ça vraiment pour taxer, il faut se souvenir que pendant sa campagne présidentielle, les droits de douane, c'était vraiment son mot favori. Il a dit que c'était même son mot préféré du dictionnaire, le mot tariff en anglais. Et il expliquait à ce moment-là que ces droits de douane qu'il allait imposer à tous les autres pays allaient permettre de financer toutes ces autres mesures, et donc finalement de rendre l'Amérique plus grande, plus prospère, etc. etc. D'un autre côté, faut se souvenir que juste après son arrivée à la Maison-Blanche, l'investiture le 20 janvier, il a déjà à ce moment-là décrété des droits de douane qui visaient le Mexique et le Canada. 25% de droits de douane sur tous les produits importés de ces deux pays. Et très rapidement, on a vu des négociations et il y a eu des accords qui ont été signés. Les négociations ont abouti juste avant la date butoir. Alors Donald Trump a obtenu gain de cause sur la protection de la frontière au sud des États-Unis avec le Mexique qui a accepté d'envoyer 10 000 soldats mexicains pour sécuriser cette frontière. Le Canada et le Mexique se sont aussi accordés avec les États-Unis pour investir davantage de moyens dans la lutte contre le trafic de fentanyl, vous savez, cette drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Donc, il y a eu des choses qui ont été obtenues par Donald Trump, hein. Alors, juste, il y a la Chine qui n'a pas cédé et qui a lancé des mesures réciproques. Mais ce qui est intéressant aussi de comprendre, je trouve, c'est que dans ce mémo qui a été signé par Donald Trump, il y a bien la notion de pays par pays. Réciprocité certes, mais pays par pays. Et surtout, on se donne à peu près 45 jours
pour décider. Ça veut dire qu'il va y avoir des marges de négociation et ça veut dire que Donald Trump et son administration attendent effectivement peut-être aussi de voir les réponses de leurs alliés pour essayer de tirer un petit peu toujours le meilleur de ces relations qui, on le comprend et on le sait avec Donald Trump, une relation c'est avant tout un bras de fer et des négociations possibles pour tirer le meilleur de son adversaire ou de son ami. On y verra plus clair effectivement d'ici quelques semaines, voire quelques mois.